Salut à tous, bienvenue à Mental Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important et même crucial pour beaucoup de familles. Sarah, spécialisée dans le TDAH, est avec moi pour qu'on discute du lien entre le TDAH et les addictions. Sarah, merci d'être là. Merci Alex. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que dans ma pratique, je vois tellement de personnes qui auraient pu être aidées si on avait compris ce lien plus tôt. Justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le TDAH pour ceux qui découvrent ? Bien sûr, le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte environ 5% des enfants et 2 à 3% des adultes. Ça se traduit par des difficultés d'attention, de l'impulsivité et parfois de l'hyperactivité. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça touche aussi énormément la régulation émotionnelle. Et c'est là que le lien avec les addictions devient important, c'est ça ? Exactement. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, il me semble, non ? Oui, tout à fait. Alors, Sarah, quand on parle de TDAH et d'addiction, on parle de quelque chose de rare ou c'est vraiment répandu ? Malheureusement, c'est bien plus répandu qu'on ne le pense. Les chiffres sont assez éloquents. Les personnes avec un TDAH ont 50% de risque supplémentaire de développer un trouble de l'usage de substances par rapport à la population générale. 50%, c'est énorme. Oui, et ça ne s'arrête pas là. Pour les drogues illicites, le risque est même multiplié par 3. Imagine, un jeune sans TDAH a un certain risque, mais un jeune avec TDAH a 3 fois plus de chances de se retrouver dans des consommations problématiques. Tu as des chiffres plus précis sur combien de personnes TDAH développent vraiment des addictions ? Absolument. On estime qu'environ 25% des adolescents avec un TDAH vont développer une dépendance à une substance ou une autre. Chez les adultes, c'est entre 10 et 24% selon les études. Un quart des ados quand même. Ça fait beaucoup de jeunes concernés. Exactement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste une question de mauvais choix ou de manque de volonté. Il y a de vraies raisons neurobiologiques derrière tout ça. D'accord, alors explique-nous pourquoi les personnes avec un TDAH sont-elles plus vulnérables ? Je dirais qu'il y a plusieurs mécanismes en jeu. Le premier, c'est l'impulsivité et le défaut de contrôle. Le cerveau de TDAH a un frein qui fonctionne moins bien. Un frein ? Comment ça ? Tu peux développer ? Alors, imagine que tu es devant un gâteau au chocolat. La plupart des gens peuvent se dire « Non, je vais attendre le dessert » ou « Non, je suis au régime ». Chez une personne TDAH, ce dialogue intérieur a beaucoup moins de poids. Le frein biologique qui permet de résister à la tentation est affaibli. Donc c'est comme si le cerveau préférait toujours la récompense immédiate. Exactement. On appelle ça un déficit de gratification retardée. Une personne TDAH va souvent préférer une petite récompense maintenant plutôt qu'une grande récompense plus tard. Et ça, c'est le terrain parfait pour l'addiction. Ok, je comprends mieux. Et tu parlais d'autres mécanismes ? Oui, il y a aussi la recherche de sensations fortes. Beaucoup d'adultes TDAH me disent qu'ils ressentent un ennui profond, presque douloureux. Leur cerveau a besoin de stimulation constante. Et les substances, qu'il s'agisse d'alcool, de cannabis ou d'autres drogues, offrent cette stimulation intense qu'ils recherchent. C'est un peu comme s'ils s'automédiquaient en quelque sorte ? C'est une très bonne façon de le dire. Et ça m'amène au troisième point, la dérégulation émotionnelle. Les personnes TDAH vivent des émotions beaucoup plus intenses que la moyenne. Une petite frustration peut devenir une montagne. Une petite joie peut devenir de l'euphorie. Et du coup, elles utilisent les substances pour gérer ces émotions ? Souvent, oui. Je me souviens d'un patient, appelons-le Marc. Il avait 28 ans quand il est venu me voir pour une consommation problématique d'alcool. Il m'a dit « Après une journée de travail, mon cerveau est tellement en ébullition, avec tous les petits échecs de la journée qui tournent en boucle, que le seul moyen que j'ai trouvé pour éteindre tout ça,
c'est de boire. Wow, c'est intense. Et ce qui est tragique, c'est que Marc n'avait jamais été diagnostiqué TDAH. Il pensait juste qu'il était nul et qu'il n'arrivait pas à gérer sa vie comme les autres. Alors il buvait pour oublier. Et il y a aussi le fait que le TDAH vient rarement seul, non? Absolument. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. Par exemple, le trouble oppositionnel avec provocation, ou TOP, est présent chez environ 50% des enfants TDAH. Ces enfants ont tendance à défier l'autorité, à s'opposer aux règles. Et du coup, ça augmente le risque de consommation? Considérablement. Ces enfants vont souvent commencer à consommer de l'alcool, du tabac ou des drogues beaucoup plus tôt, dès l'adolescence. Et on sait que plus la consommation commence tôt, plus le risque de dépendance est élevé. Donc si je comprends bien, non seulement les personnes TDAH ont plus de risques de développer des addictions, mais en plus, ces addictions ont des caractéristiques particulières? Exactement. Il y a 3 grandes particularités. La première, c'est que l'initiation est plus précoce et l'évolution vers la dépendance est plus rapide. Plus rapide, ça veut dire quoi concrètement? Là où quelqu'un sans TDAH pourrait consommer de façon récréative pendant plusieurs années avant de développer une vraie dépendance, une personne TDAH peut basculer dans la dépendance en quelques mois seulement. C'est flippant. Oui, c'est pour ça que la prévention est tellement importante. La deuxième particularité, c'est que l'addiction est souvent plus sévère. Les quantités consommées sont plus importantes, les conséquences sur la vie quotidienne aussi. Problèmes professionnels, relationnels, financiers. Et donc la troisième? Le pronostic est moins favorable si on ne traite que l'addiction sans s'occuper du TDAH sous-jacent. J'ai vu tellement de patients faire des cures de désintoxication, tenir bon pendant quelques semaines ou mois, puis rechuter. Pourquoi? Pourquoi ? Parce que le TDAH était toujours là, avec son impulsivité, son besoin de stimulation, sa difficulté à gérer les émotions. Donc traiter l'addiction sans traiter le TDAH, c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois en somme? C'est une excellente métaphore. On s'attaque aux symptômes, mais pas à la cause profonde. Alors justement, parlons un peu de traitement. J'imagine que certains parents ou certaines personnes peuvent avoir peur. Donner des médicaments à un enfant TDAH, est-ce que ça ne risque pas de leur donner une certaine habitude, de le pousser vers la drogue plus tard? C'est une crainte très fréquente chez les parents, et je comprends totalement. Mais les études scientifiques montrent exactement l'inverse. C'est vraiment contre-intuitif, mais c'est crucial de le comprendre. L'inverse, tu veux dire que le traitement les protège contre les addictions? Oui, c'est ça. Le traitement pharmacologique par méthylphénidate, quand il est commencé tôt, dès l'âge prépubère, agit comme un véritable facteur de protection contre les troubles de l'usage de substances. Le méthylphénidate, c'est quoi exactement? C'est le principe actif de médicaments comme la Ritaline ou le Concerta. C'est un psychostimulant qui aide à réguler les neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la dopamine. Et en quoi ça protège contre les addictions? Parce que ça améliore les fonctions exécutives et la maîtrise de soi. Le frein, dont on parlait tout à l'heure, fonctionne mieux. La personne arrive mieux à résister aux impulsions, à penser aux conséquences, à retarder la gratification. Donc en gros, si je résume, on donne au cerveau les outils qui lui manquaient? Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'absence de traitement qui est dangereuse, pas le traitement lui-même. Je commence à comprendre. Tu peux développer? Bien sûr. Un TDAH non traité ou insuffisamment traité, c'est un risque majeur de développer des addictions à l'âge adulte. Parce que la personne va chercher par elle-même des moyens de se sentir mieux, de se stimuler, de gérer ses émotions. Et malheureusement, elle va souvent tomber sur l'alcool, le cannabis ou pire. Tu as un exemple concret? Il me semble que tu m'en as parlé avant de commencer l'interview. Justement, ça me fait penser à une patiente, appelons-la Sophie. Elle est venue me voir à 32 ans avec une dépendance à l'alcool et au cannabis. Elle me raconte que petite, elle était dans la lune, qu'elle n'arrivait pas à suivre à l'école. Mais personne n'a pensé au TDAH parce qu'elle n'était pas hyperactive. Ah oui, parce que le TDAH sans hyperactivité, ça existe? Absolument, et c'est même très fréquent, surtout chez les filles. Donc Sophie, adolescente, découvre que quand elle fume du cannabis, son cerveau ralentit enfin. Elle arrive à se concentrer sur une série télé,
à profiter d'un moment sans que 1000 pensées se bousculent dans sa tête. Elle s'automédiquait. On peut dire ça. Pendant 15 ans, elle a utilisé le cannabis comme traitement. Sauf que ça a fini par devenir un problème. Problème de mémoire, démotivation, difficultés professionnelles. Quand on a diagnostiqué le TDAH et qu'on a mis en place un vrai traitement, elle a pu arrêter progressivement le cannabis. Parce qu'elle n'en avait plus besoin. Voilà, son cerveau avait enfin ce dont il avait besoin pour fonctionner normalement. Et le traitement, c'est que des médicaments? Non, justement. Une prise en charge globale, c'est la combinaison de plusieurs approches. Les médicaments, oui, mais aussi la thérapie comportementale et cognitive, l'éducation psychologique, parfois des aménagements scolaires ou professionnels. C'est carrément du sur-mesure en fait. Complètement. Chaque personne est différente. Certaines vont très bien répondre au traitement médicamenteux seules, d'autres auront besoin d'un accompagnement thérapeutique plus intense, d'autres encore vont bénéficier de stratégies de vie très concrètes, listes, routines, sport régulier. Alors si on résume pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les solutions concrètes pour prévenir ces addictions chez les personnes TDAH? La toute première chose, et c'est la plus importante, c'est le diagnostic précoce. Plus on identifie le TDAH tôt, plus on peut mettre en place des stratégies de protection. On ne va pas amener tous les enfants chez un spécialiste pour se faire détecter. Comment on fait pour repérer un TDAH chez un enfant ou même chez un adulte? Non, bien sûr. Chez l'enfant, on va regarder plusieurs signes. Difficulté à maintenir l'attention, tendance à oublier ou perdre des choses, difficulté à terminer les tâches, impulsivité, bougeotte constante. Mais attention, tous les enfants remuants ne sont pas TDAH. Et chez l'adulte? Chez l'adulte, ça peut se manifester par une procrastination chronique, des difficultés d'organisation, une hypersensibilité émotionnelle, des relations instables, des changements fréquents de job. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas, allez consulter. D'accord, donc en premier, le diagnostic. Quelles sont les autres solutions? La deuxième solution, c'est l'éducation. Il faut que la personne et son entourage comprennent le TDAH. Quand Marc, dont je parlais tout à l'heure, a compris que son impulsivité n'était pas un défaut de caractère, mais un symptôme neurologique, ça a tout changé. Il a arrêté de se culpabiliser et il a pu chercher de vraies solutions. Donc on arrête de dire fais un effort et on commence à dire trouvons des stratégies? Exactement. La troisième solution, c'est de développer des compétences alternatives pour gérer le besoin de stimulation et les émotions. Le sport, par exemple, est formidable pour les personnes TDAH. Pourquoi le sport particulièrement? Parce qu'il apporte cette stimulation intense que le cerveau recherche, mais de façon saine. Il libère de la dopamine, il aide à réguler les émotions, il améliore la concentration. J'ai des patients qui me disent qu'une bonne séance de course ou de boxe vaut tous les médicaments du monde. Tu as raison, une bonne course à pied, même si on n'est pas TDAH, ça défoule. Et la boxe, moi qui en ai pratiqué un peu quand j'étais jeune... Il n'y a pas si longtemps tout de même. Je te remercie Sarah, ça fait un bien fou. Ça libère les énergies emmagasinées. Tout à fait. Et il y a d'autres activités qui fonctionnent bien aussi? La méditation de pleine conscience, aussi surprenant que ça puisse paraître. Beaucoup de personnes TDAH me disent « Impossible, je ne peux pas rester assise sans bouger ». Mais il existe des formes de méditation adaptées, et les bénéfices sur la régulation émotionnelle sont incroyables. Tu as aussi des activités plus ludiques? Je connais pas mal de TDAH qui sont passionnés par le puzzle, la peinture et les maquettes. Toutes ces activités qui demandent de la précision, de la concentration. Oui, c'est bien ça. Et pour les parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Plusieurs choses. D'abord, créer un environnement structuré et prévisible. Les enfants TDAH ont besoin de routines claires. Ensuite, valoriser les efforts plutôt que les résultats. Un enfant TDAH fait déjà énormément d'efforts rien que pour tenir en place. Il faut le reconnaître. Et donc surtout, éviter de juger? Absolument. Et je dirais aussi, communiquer ouvertement sur les substances. Expliquer les risques spécifiques liés au TDAH, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus. Un ado TDAH
doit savoir qu'il est plus vulnérable, mais qu'il a aussi des outils pour se protéger. Sarah, on arrive à la fin de cette discussion sur l'addiction. Si tu devais retenir un message essentiel, ce serait quoi ? Le TDAH non traité est un terrain fertile pour les addictions, mais ce n'est pas une fatalité. Avec un diagnostic précoce, une prise en charge adaptée et globale, on peut vraiment réduire ces risques et permettre aux personnes TDAH de vivre pleinement leur vie. Et le traitement n'est pas une porte d'entrée vers la drogue, c'est même le contraire ? Exactement. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Traiter le TDAH, c'est protéger contre les addictions, pas l'inverse. Merci Sarah pour toutes ces explications super claires. Et vous, si vous pensez être concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. On mettra les ressources utiles en description de la vidéo. Merci Alex. Et n'oubliez pas, on peut très bien vivre avec le TDAH, s'il est bien diagnostiqué. et même très bien vivre avec une bonne prise en charge et le bon traitement. Parfait. Et vous, dites-nous en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on approfondisse certains points. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt! À bientôt!